Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle preview. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, déjà la quatrième, ça avance à grands pas. Plus on avance et plus bon ça sent le retour de la NBA. Pour ceux qui ont vu, vous avez très certainement vu, hier, la NBA nous a lâché un petit court-métrage slash pub de 3 minutes, comme vous préférez, comme vous voulez l'appeler, le NBA Lane, Welcome to NBA Lane, avec franchement une super belle vidéo. Je vous invite à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Donc là, ça s'approche et ça sent de plus en plus bon. Alors, petit rappel, comment fonctionnent les previews de mon côté? Eh bien, comme d'hab, 3 chroniques. Bon, on prend une équipe de l'Est, une équipe de l'Ouest. On fait 3 chroniques. Retour sur la saison 2021. Comment s'est passée la draft et l'intersaison. Et enfin, projection sur la saison 2022 avec ce que je pense de chaque équipe. Aujourd'hui, on s'attaque aux Kings et aux Raptors. Et on va démarrer avec Sacramento. Come on, hop on. Good morning. It's the NBA 75th. Ah, ces fameux Kings. Toujours, toujours mauvais. Alors, le bilan de 2021, 12e place de la conférence Ouest, 31 victoires pour 41 défaites et une nouvelle saison décevante. Après celle de 2020, on continue sur la même lancée pour ces pauvres Kings. J'ai envie de dire, ça fait partie de leur ADN finalement. C'est vraiment quand tu penses Kings, tu penses lose, tu penses galère, tu penses rarement à de belles saisons et de jolies victoires, sauf pour les fans des années 2000. Et c'est vraiment regrettable parce qu'après la saison 2018-2019, où ils avaient fait une super belle saison, je sais plus à quelle place ils avaient terminé exactement, je crois porte des playoffs ou 10e, vraiment depuis ça stagne en fait, ça fait 12e, 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 toujours. Donc bon, on va revenir tranquillement sur la saison. De vraies montagnes russes la saison 2021 pour Sacramento, surtout, j'allais dire montagne russe avec des séries de victoires et des séries de défaites, mais les séries de victoires en quelque sorte sont surtout venues après, dans la deuxième partie de saison, après le All-Star Game, le temps que un certain Tyrese Haliburton se chauffe tranquillement, on reviendra sur lui juste après. En termes de ratings, eh bien, c'est la pire défense de la ligue. Ça s'explique, forcément, je viens de le dire, Tyrese Haliburton, c'est un super joueur offensif. Beaucoup de choses à dire sur lui, mais en défense, c'est vraiment catastrophique. Et son comparse, D'Aaron Fox, c'est pareil. Buddy Hield, ça aide pas non plus. Marvin Bagley, quand il est là, c'est vraiment compliqué aussi. Donc, pire défense de la ligue, avec un gros problème sur le backcourt de ce côté-là. Un coaching aussi horrible, hein. Moi je comprends pas pourquoi Luke Walton est à ça va être là en 2022, ça va être la quatrième saison, troisième ou quatrième saison qu'il est avec les clés de l'équipe. C'est vraiment inquiétant. Je sais pas ce que fait le front office de Sacramento. Bon, en tout cas, au moins cette année, l'année dernière plutôt, il a compris qu'il devait les faire courir parce que c'est vraiment une équipe. Quand t'as dit Aaron Fox en meneur, il faut faire courir l'équipe, il faut que ça speed. Et je sais qu'en 2019, justement, c'était la 20e pace de la NBA. Là, on est sur la 10e pace, donc c'est déjà bien mieux. Mais c'est toujours assez compliqué. Niveau coaching pour Luke Walton, malheureusement, sans parler des casseroles extra-sportives qu'il traîne. Enfin bon, ça je vous laisserai juger par vous-même. Pour revenir un peu sur les joueurs, eh bien, D'Aaron Fox, évidemment, on est obligé de commencer par lui, a fait une saison incroyable. Il confirme sa belle saison de 2020, ça y est, il est lancé.
Quelques stats, il a envoyé 25 points par match et 7 passes décisives, donc c'est vraiment une très très belle saison. Certains voulaient le voir All-Star, ça n'a pas été le cas parce que l'équipe était trop mauvaise, mais franchement ça aurait pu le faire si les Kings avaient engendré un peu plus de victoires. Il aurait largement eu le calibre All-Star. J'en ai parlé déjà, son comparse sur le backcourt, Tyrese Haliburton, le pick 12 de draft, qui a fait un carton. Quel plaisir de le voir jouer. C'est un peu le Lamelo Ball de l'autre côté, forcément, qui a été dans la course, bon, un peu en retrait dans la course pour le Rookie of the Year, mais il a été là quand même. Ça a été le solide troisième à chaque fois. Bon, les stats, elles sont pas forcément. C'est un rookie, voilà. Il est très complet. 13 points, 5 assists, 3 rebonds, et puis surtout un talent de finition des matchs incroyable. Il fait tout le temps la bonne décision, il prend tout le temps la bonne décision, pardon. Vraiment, vraiment un super joueur. Hâte de voir son développement. On a aussi Richon Holmes, le pivot, qui a bien géré, franchement. Il a fait une très très belle saison. On aura l'occasion d'en reparler juste après sur les mouvements de l'intersaison. Buddy Hield aussi. Buddy Hield, ce fou shooter qui est Buddy Hield. Lui aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Franchement, il a fait une belle saison. En vrai, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait une belle saison, mais malheureusement, manque de régularité, manque de défense. Et puis, il y a aussi quelques blessures. Mine de rien, j'en parle depuis le début de ces previews et je vous ai dit que ce serait redondant, mais bah, forcément, Jaron Fox, il manque 14 matchs. Harrison Barnes, 14 matchs. Tyrese, 14 matchs. Voilà, quand tu as des meilleurs joueurs, même s'ils restent certes très jeunes, ils se blessent autant, parce qu'on rappelle que la saison c'était sur 72. Donc 14, ça fait déjà pas mal. Bah, ça te met des bâtons dans les roues, ça aide pas. J'en parlais aussi, Harrison Barnes, bon, lui qui n'aura jamais explosé, il fait toujours. Par contre, il n'a pas explosé, mais il fait toujours le charbon comme il faut. C'est un vrai bon joueur. Lui, en plus, il est capable de défendre, capable de se la donner un peu. Sur les ailes, il est hyper important. Et oui, bien sûr, j'allais presque l'oublier. On est obligé de revenir sur la saison de Marvin Bagley. Le bust, ça y est, je pense que là, ça va être compliqué de lui retirer cette étiquette. Il est encore très très jeune, mais pour l'instant, la stagnation, elle est folle. Il fait ses stats, hein, concrètement. Concrètement, il fait ses stats, 14 points. Après, le problème, c'est qu'il met 14 points depuis 3 ans, quoi. Donc, il n'y a pas de... Il y a pas de développement, en fait. Et c'est surtout dû au fait qu'il se blesse énormément. Là, encore 30 matchs de manquer cette saison. Donc, bah, ça, quand tu es jeune et que tu te blesses tout le temps... On en a parlé un peu du côté d'Orlando avec Mo Bamba. Quand tu es assez particulier, que tu te blesses et que tu as besoin de temps de jeu pour te développer, bah, ça aide absolument pas. Mais aussi, il y a aussi le gros problème de défense du côté de Marvin Bagley. Quand déjà ton back court, ça défend pas une cacahuète et qu'en plus bah, tu laisses porte ouverte dans la raquette, c'est encore plus compliqué. Et ce qui est dommage parce qu'il il a de vraies bonnes capacités offensives, athlétiques. Il pourrait défendre comme il faut. Malheureusement, c'est l'envie, hein, comme souvent. La défense, c'est vraiment une question d'envie. Et puis, je pense que voilà, j'ai parlé des principaux joueurs. On a Hassan Whiteside qui a joué aussi dans cette équipe, qui n'a pas forcément fait de dinguerie. Dylan Wright, je crois que Dylan Wright, il est arrivé en cours de saison, lui, si je dis pas de bêtises, puisqu'il était, ouais, il était du côté de Détroit, il est arrivé en cours de saison. Franchement, un bon gars. Bon, lui, durant l'été, il est parti du côté d'Atlanta, mais il a fait le charbon en sortie de banc. Franchement, moi, Dylan Wright, j'aime bien. C'est un bon petit meneur, capable de défendre, capable de distribuer un peu le jeu. Vraiment, vraiment cool. Et puis sinon, je pense que j'ai fait le tour sur la saison 2021. On a vu les grands points, gros problème de défense, gros problème au coaching aussi, affreux. Mais mine de rien aussi, un bel avenir qui se profile. Comme toutes les équipes dont je parlais juste avant, des jeunes à potentiel, un D'Aaron Fox
qui a vraiment pris son rôle de leader à cœur. Et puis, par contre, il va falloir peut-être faire quelques modifications dans cette équipe pour step up. Mais ça, on va en parler sur la saison 2022 et on va pouvoir aborder ce qui s'est passé cet été. Puisque mine de rien, forcément, quand tu finis 12e, tu as un bon petit choix à la draft. Et en choix numéro 9, ils ont pris Davion Mitchell, donc le meneur de... Il sort de quelle équipe, lui? Ceux qui ont joué les finales NCAA. Je me souviens plus, j'ai mangé le nom de son équipe. Bon, c'est pas grave. Un défenseur de fou qui sera parfait en sortie de banc. C'est vrai que ça avait un peu étonné le soir de la draft que Sacramento prenne Davion Mitchell. Mais pour le coup, on l'a vu en Summer League, Off Night, ça y est, tout le monde dit que c'est le meilleur surnom de la NBA. C'est pas faux, c'est assez stylé. Capable de défendre, capable de donner tout son corps sur le terrain, c'est magnifique. Il va être parfait en sortie de banc, il va être parfait pour amorcer un début de défense dans cette équipe. Et pour rester sur la draft, en choix numéro 39, Nimias Keita, pivot rim runner. J'ai écrit sur mes notes gros contreur, c'est que ça a dû me choquer, peut-être qu'il tournait à 3 ou 4 comptes par match, ça se trouve. J'ai pas ces stats d'université sous les yeux. Mais bon, voilà, une draft assez intéressante. Et puis pour le coup, un été vraiment cool du côté de... Il y a toujours des petits trucs qu'on peut améliorer, mais le fait qu'ils aient prolongé Richaun Holmes et Mo Harkless, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Richaun Holmes, c'est hyper important pour leur poste de pivot. Ce sera leur pivot titulaire toute la saison prochaine. Et puis évidemment Mo Harkless sur les ailes, poste 3-4, qui sera capable de sortir du banc et qui c'est un vrai vétéran lui maintenant, donc c'est bien pour entourer les jeunes. Et en plus de ce vétéran qui pourra entourer les jeunes, il y a Tristan Thompson qui est arrivé cet été. Lui, il va pouvoir apporter son expérience, bien sûr. Un peu de viande dans la raquette aussi quand même, puisque je pense pas qu'il sera titulaire, mais en sortie de banc, il fera du bien. Il pourra mettre des grandes claques aux jeunes aussi pour les faire défendre, parce qu'on sait que Tristan Thompson, c'est quand même un gars qui aime bien aller au charbon. Donc ça, très 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 propre. Et en ce qui concerne les départs, eh bien, donc je le disais, Dylan Wright qui est parti tradé du côté d'Atlanta, et Whiteside, il se refile un peu le pot pourri, quoique Whiteside qui a signé en agent libre à Utah, ça peut donner quelque chose d'exceptionnel, parce que on sait que cette équipe, elle est vachement bien menée par Quinn Snyder, en pivot en sortie de banc derrière notre Frenchie Rudy Gobert, ça peut faire un taf incroyable Whiteside, donc attention du côté d'Utah. Mais à Sacramento, ça a clairement pas cliqué, et je pense que c'est très bien qu'il soit parti pour laisser la place à un Richaun Holmes, à un Tristan Thompson en sortie de banc. Ce sera très très bien. Il y a aussi Alex Len qui est arrivé qui était du côté de Washington et qui a débarqué. Pareil, on parle d'un joueur qui a de l'expérience, qui va pouvoir jouer en sortie de banc. C'est aussi très très bien de ce côté-là. Mais maintenant, il va falloir mettre en place une équipe qui fonctionne pour la saison 2022. Et alors là, franchement, bon courage aux fans des Kings. C'est parce que moi, j'ai pas de fans des Kings, je crois, dans mon entourage. Donc, je sais pas trop ce qu'ils en pensent. Mais faire une saison de plus avec Luke Walton, écoutez, ça va finir 12e. On en parlera un peu plus tard. Mais depuis qu'il est là, ça finit 12e. Donc, je vois pas pourquoi ça changerait, honnêtement. Donc, de mon point de vue, on va sûrement partir sur une nouvelle saison sans playoff. Attention, je vais rester optimiste. Pourquoi pas? S'il y a des blessures dans certaines équipes qui sont juste au-dessus, ça peut accrocher le play-in. Mais franchement, ça va être très très dur. Je le disais, défense catastrophique en 2020. Davion Mitchell et Tristan Thompson qui arrivent. Ils vont devoir insuffler la défense aux autres. Forcément, franchement, il faut que maintenant Fox, Haliburton, ils se mettent ça dans le crâne, qu'ils aient envie. Et que il faut bien se donner de son côté du terrain si tu veux être compétitif. À un moment, il n'y a pas de secret. À côté de ça, attention aux rotations sur les ailes. On a Buddy Hield, c'est bien. Maurice Harkless, j'en parlais. Harrison Barnes aussi.
Le projet Marvin Bagley qui commence à capoter, c'est compliqué. Et surtout, il y a Buddy Hield dans cette équipe, mais jusqu'à quand? Franchement, là, je pense que si je dois donner mon 5 majeur des Kings à la rentrée, je crois qu'il n'y a pas de blessés dans cet effectif. Je vais juste vérifier. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des blessés. Forcément, on part avec D'Aaron Fox, Tyrese Haliburton sur le backcourt. Buddy Hield en poste 3, ça me paraît bien. Ça fait assez petit, je pense, du coup. Ouais, ça fait assez petit sur la totalité, mais tu peux pas vraiment mettre Maurice Harkless et mettre Harrison Barnes sur le poste 3, Marvin Bagley sur le poste 4 et Richon Holmes en 5. Ça me paraît pas fou non plus. Je préfère mettre Buddy Hield en 3, Barnes en 4 et Richon Holmes en 5. Ça me paraît vraiment être le meilleur 5 majeur. Bon, après, on le sait de toute manière, le 5 majeur, c'est vraiment histoire de se toucher un peu sur, les joueurs, mais globalement, c'est pas binaire le basket. On fait pas rentrer 5 joueurs pour en faire sortir 5 derrière. Ça va toujours bouger. Je pense que Davion Mitchell à côté d'un Tyrese Haliburton, ça peut être hyper intéressant aussi en sortie de banc. Mo Harkless, j'en parlais. Marvin Bagley à voir, puisque donc je disais Buddy Hield, est-ce qu'il va faire toute la saison? Je sais pas comment il est lui contractuellement. Je peux aller regarder ça vite fait. Buddy Hield, il est en contrat jusqu'en 2024. Donc t'as pas de risque de le perdre, surtout qu'il n'y a pas de player option, pas de team option, pardon, il n'y a rien du tout. T'as pas de risque de le perdre à la fin de la saison contre rien. Mais ça serait bien, parce que là, bon, on avait déjà entendu il était presque aux Lakers avant que Westbrook dise bon, moi les gars, j'aimerais bien retourner à la maison, là, jouer en jaune et violet, ça paraît pas trop mal. Donc il était vraiment presque signé chez les Lakers cet été. Malheureusement, malheureusement pour lui, j'ai envie de dire, ça s'est pas fait. Mais attention, on sait que du coup, il est sur la liste des joueurs transférables. Avec lui, je pense que Marvin Bagley, il est carrément sur cette liste aussi. Surtout que lui, il arrive en fin de contrat rookie. Voilà, il sera agent libre l'été prochain. Donc, malgré le fait que sa cote soit hyper basse, est-ce que tu essaies quand même de l'incorporer avec un Buddy Hield en disant tu vas voir n'importe quelle équipe, tu leur dis vous voulez un poste 2-3 très très fort shooter, bah vous prenez Marvin Bagley avec s'il vous plaît. Parce que faut pas déconner quoi. Donc on verra ce qui se passera durant la saison. En attendant, Buddy Hield, il est clairement dans le 5 majeur. Un autre gars, je vous le disais, qui j'espère ne finira pas la saison du côté de Sacramento, bah c'est le coach Walton. Ce serait bien que là ça vire. Ce serait bien qu'il se rende compte. Je pense que si la saison démarre mal côté Kings, que ça enchaîne les défaites, Luke Walton il va très très vite sauter. Et tant mieux, franchement tant mieux, parce que là c'est une catastrophe. Après, à voir, eu aucun écho de qui pourrait le remplacer, donc je pourrais pas du tout m'avancer là-dessus et je sais pas vraiment qui est libre pour le coup. Moi, j'aimais bien le taf de Kenny Atkinson du côté de Brooklyn. À voir, je sais pas du tout s'il a un poste en ce moment. Avec des jeunes à potentiel, il est capable en plus de créer quelque chose de sympa. Donc, pourquoi pas prendre un petit Kenny Atkinson s'il est dispo et virer celui Walton. Et puis voilà, je pense que la saison, elle s'annonce sympa. Voir si D'Aaron Fox peut encore step up. Offensivement, c'est très bien, mais voir s'il peut se développer en défense pour être un véritable franchise player, là, ce serait plutôt pas mal, surtout avec le contrat qu'il a pris, s'il continue comme ça. Bon, on sait que le salary cap va exploser dans quelques années, mais avec le joli contrat qu'il a pris, ce serait bien qu'il se développe un peu des deux côtés du terrain. Harrison Barnes, toujours là pour bosser, je pense que lui, ça bougera pas. Et puis, je pense que j'ai fait le tour globalement. Je vous disais donc une 12e place pour les Kings, parce que ils sont quand même au-dessus de tout ce qui est Spurs, de tout ce qui est Rockets, où là c'est vraiment très très grosse reconstruction. Limite Oklahoma, je les mettrais en avance là-dessus, parce que après peut-être que je le vois trop beau, mais Shai, il est vraiment très impressionnant et l'équipe est bien construite. Ils sont super jeunes, mais l'équipe est vraiment pas mal.
Donc à voir ce que ça donnera du côté des Kings. Il y a moins de hype, enfin en tout cas moi j'ai moins de hype que sur les autres teams. Peut-être qu'avec certains mouvements avant la trade deadline, ça relancera un peu cette équipe. Voir. Il faudrait ouais, aller chercher un poste 3, aller chercher des joueurs qui sont capables de défendre, qui sont capables de lockdown sur le poste 3. Là, ce serait vraiment top. Ça ferait un gros step-up à l'équipe. Mais donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du côté des Kings. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous les voyez plus haut, si vous les voyez plus bas, si vous aimez Luke Walton ou pas. En tout cas, je suis curieux de savoir ce que vous pensez des Kings. Et maintenant, on va passer à la deuxième équipe de cette preview. Donc, c'est les Raptors, tout de suite après le petit générique de transition. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. Je me demande s'il y a eu une équipe plus en galère que les pauvres Raptors. Je pense que vous le savez, protocole sanitaire oblige, ils ont joué leur saison à Tampa Bay. Les Tampa Bay Raptors, voilà, la blague a été faite durant toute la saison. Et franchement, ça leur a vraiment pas réussi. Là, c'était beaucoup trop au sud des États-Unis pour. Il faisait trop chaud à Tampa pour que les Raptors fonctionnent bien. 12e de l'Est, 27 victoires et 45 défaites. Vraiment, wow, une saison qui fait vraiment mal aux Raptors. Le post Kawhi et titre de 2019, ça continue à faire mal. Et je pense que ça va continuer parce que là, avec leur place à la draft, avec le trade qu'il y a eu cet été, on n'est pas vraiment sur une équipe qui vise les playoffs tout de suite. Le play-in, pourquoi pas, j'en reparlerai à la fin, mais les playoffs, on en est assez loin et je pense que le chantier n'est pas fini du côté de Toronto. Mais on va revenir tranquillement sur la saison 2020-2021. Je le disais, déménagement à Tampa, et en plus de ça, beaucoup touché par les blessures et par tout ce qui est protocole sanitaire, les pauvres Raptors. Pas énormément de matchs manqués par chacune des stars, on va dire, mais voilà, Siakam 12 matchs, Van Vliet 14, Anunoby 23. Donc une dizaine de matchs manqués par-ci par-là, un peu de blessures, un peu de Covid. Ça a créé une vraie saison galère. Et j'aime bien Nick Nurse, mais pour le coup, avec autant de bâtons dans les roues, c'était sûr que ça allait être très compliqué. Au-delà de ça et des blessures, on a un Pascal Siakam qui a été assez décevant. Statistiquement, il a été bon. Je crois qu'il est un peu en régression par rapport à la saison dernière. Statistiquement, ça a été bon, mais dans le jeu, c'était pas vraiment ça. Grosse galère à 3 points en plus. Là, je vois un beau 29%. Allez, 30%, mais ouais, Pascal Siakam vraiment décevant. Et je pense que ça sera l'occasion d'en reparler sur la projection 2022. Mais est-ce qu'il va rester dans cette équipe ? Il y a pas mal de questionnements autour de ça. Il n'a pas été All-Star, pas leader, blessé, je l'ai déjà dit. Fred Van Vliet, au nord, lui, pour le coup, pas trop mal le beau contrat qu'il a signé. Il continue sur sa lancée. Il a manqué aussi des matchs, hein, évidemment. Puisque, je vous l'ai dit, tout le monde a manqué quelques matchs du côté de Toronto. Mais au-delà de ça, il a quand même fait une belle saison. Il a prouvé, ça va, qu'il valait approximativement son contrat. On verra ce que ça donne en année 2. Là, il avait pas mal de pression. C'était compliqué du côté de Tampa. Donc, je préfère voir ce qu'il va donner sur la saison 2022 plutôt que de le juger vraiment sur la saison 2021. À côté de ça, on va dire ce duo de nouvelles stars, entre guillemets, il y avait toujours Kyle Lowry à cette époque. Vous savez, à l'époque, Kyle Lowry, on sentait que c'était la fin. Il y avait eu beaucoup de rumeurs autour de lui à la trade deadline. Donc c'était une saison assez particulière pour lui. On va dire un dernier tour du côté des Raptors. Il n'a pas fait une mauvaise saison, mais encore une fois, manquait trop de matchs, trop compliqué de jouer pour lui. Et puis ouais, assez particulier le fait que quand tu commences à être dans des rumeurs de transfert à la deadline, on sait que ça brise un peu le truc entre toi et l'équipe. Donc
Bon, après, c'est un gars bien, Laurie, mais c'est assez compliqué de performer dans ce genre de situation. Euh, on va continuer avec Oji Anunoby, qui pour le coup continue son développement. À 23 ans, je savais même pas qu'il était aussi jeune. Continue son développement. Je vous fais pas de dessin, il a manqué énormément de matchs. Moi, j'aimerais bien le voir devenir un Kawhi 2.0, je vous l'avoue. Et, et pour le coup, quand j'ai préparé la preview, là je l'ai pas sous les yeux, mais en termes d'âge, en termes de stats, il est assez équivalent à Kawhi, fort défenseur, capable de se développer aussi offensivement tranquillement. Mine de rien, il est à 40% à 3 points cette saison. Donc il se développe tranquillement, ça continue. À voir si le management veut tabler sur un OG Anunoby en tant que leader de franchise. Pour l'instant, ça en prend pas la tournure, mais jamais à 23 ans, on aurait dit que Kawhi serait la méga star qu'il est aujourd'hui. Donc attention à pas partir en besogne trop vite. Pour continuer sur les joueurs qui étaient déjà là, après je parlerai de Gary Trent juste après, mais on a Chris Boucher qui a fait une super saison, qui a été candidat à 6e homme de l'année. Bon, il n'a pas fait toute sa saison sur le banc, mais qui a été un joli candidat, qui s'est bien développé, qui a bien progressé. Donc ça, c'est pareil, c'est bien pour le futur. Lui, il est plus âgé, mais ça reste un joueur qui va avoir la trentaine, donc il est toujours performant. Malachi Flynn, le rookie au sophomore, je vous avoue que je ne sais plus bien, pareil, qui a été une belle surprise, surtout en deuxième partie de saison, parce que je crois qu'il n'a pas été, je ne sais plus s'il a été énormément utilisé en première partie de saison, s'il a été blessé ou quoi. Donc ça a fait une belle éclosion post-All-Star Game. Et bien sûr, donc je le disais, il y a eu un gros trade entre guillemets à la deadline, pas celui qu'on attendait forcément, mais on a Norman Powell qui a été envoyé du côté de Portland et Gary Trent Jr. qui est arrivé. Eh bien, bon, Powell, on sait ce qu'il a porté, très fort joueur. Je pense que je sais pas qui a gagné ce trade, on verra. Je pense qu'on aura certaines idées à partir de la saison qui arrive là. Mais Gary Trent qui a montré de super belles choses à Portland et qui a continué franchement du côté de Tampa, qui a fait une très belle deuxième partie de saison. Du coup, il n'a pas joué énormément de matchs pour les Raptors, mais le peu qu'il a joué, il l'a bien fait. Et je pense qu'il va faire partie du projet à long terme, puisque je crois qu'il a signé un contrat. Ouais, il a re-signé cet été, donc il va faire partie du projet. C'est plutôt cool, il est encore très jeune, il y a moyen de le développer, à voir ce que ça donnera. Autour de ça, je pense que j'ai fait le tour sur les principaux joueurs de... Ah si, je vois sur le roster, Yuta Watanabe, le pauvre, qui s'est fait écraser par Anthony Edwards. Donc voilà, SO Yuta Watanabe. Mais sur ces belles paroles, on peut passer à ce qu'a réalisé Masai Ujiri durant l'intersaison. Et j'ai eu l'occasion de l'aborder sur les previews précédentes. C'est vrai que heureusement, la loterie a en quelque sorte sauvé la saison des Raptors, puisqu'ils ont récupéré le choix numéro 4 en grillant la priorité au Magic et au Thunder notamment. Et avec ce choix numéro 4, ils ont récupéré Scottie Barnes, un ailier fort, très bon défenseur, uber athlète, très impressionnant. Le genre de profil qu'on aime bien dans la NBA moderne, un vrai diamant à polir, qui a des réelles capacités de passe, de défense aussi. Donc franchement, ça va être hyper intéressant de voir son développement. Après, le petit inconvénient, c'est à voir s'il va être bien compatible avec Pascal Siakam, mais ça j'en parlerai juste après. On verra si Pascal Siakam terminera la saison à Toronto. Ils ont aussi eu le choix numéro 46 et 47 de la draft. J'ai pas noté les noms, je suis désolé, j'ai déjà pu le dire aussi, je me focus sur les premiers tours. En général, les seconds tours, il peut y avoir des pépites, hein, mais on verra pendant la saison ce que ça donnera. Évidemment, le plus gros move de l'été avant même, la draft de Scottie Barnes, ça reste le départ de Kyle Lowry, puisque c'est le joueur le plus iconique de la franchise qui est parti. J'ai pu l'aborder juste avant.
on se posait pas mal de questions déjà à la trade deadline. Et donc là, cet été, petit sign and trade, direction Miami. On récupère Precious Achiuwa et Goran Dragic. Donc pour le coup, même si c'est le joueur le plus iconique qui part, ce qu'a récupéré Masai n'est vraiment pas mal. Achiuwa, un poste 5 qui va se développer, qui va rentrer dans sa saison sophomore, je crois, ou sa troisième saison. En tout cas, un bon profil à développer. Et Goran Dragic, on sait ce qu'il apporte, un vétéran capable de porter le ballon en sortie de banc. Il sera parfait derrière les Van Vliet et les Trent Junior. À côté de ça, on a aussi Zvi Mikhailuk, Isaac Bonga qui signe en free agent. Bon, voilà, ça ne sera pas les plus grosses arrivées de l'été. Je l'ai abordé aussi, Gary Trent qui prolonge sur 3 ans et pour 51 millions. Donc franchement, c'est carré sur le développement qu'il peut avoir. C'est très très propre. Et enfin, en direction des départs, on a aussi eu Aaron Baines qui a été coupé. Donc le projet complètement floppé, Aaron Baines qu'ils avaient récupéré l'été dernier, ça a vraiment vraiment pas marché du tout. Donc il est coupé. Rodney Hood, tiens, je l'avais oublié, lui, qui est arrivé en même temps que Gary Trent, qui a été coupé aussi. Je sais plus de quel côté il est parti, lui. Mais bon, en tout cas, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc, globalement, l'été, il a été plutôt propre, je trouve, même si, je l'ai déjà dit, tu perds Kyle Lowry, ce qui est juste énorme. Les fans des Raptors ont PLS. Récupérer Dragic, récupérer Achiuwa, drafter Scottie Barnes, c'est vraiment très très fort. Surtout avec ce qu'il a pu montrer durant la Summer League. Il y a un peu de hype là qui s'est installé autour de lui. Et puis la petite prolongue pour Gary Trent, ça fait toujours plaisir. On va voir ce que Nick Nurse il va pouvoir réaliser durant sa saison 2021-2022. Et pour le coup, c'est intéressant ce qui va se passer du côté de Toronto. La base est vraiment bonne. Moi, j'aime bien ce roster. Après, à voir le plafond, parce qu'il n'y a aucune giga star. Est-ce que Pascal Siakam va se repartir dans le bon sens et se redévelopper, se remettre à avoir le côté franchise player qu'on lui attendait l'année dernière? Pourquoi pas, mais c'est pas sûr. Et je vais l'aborder tout de suite avec un Barnes qui a été drafté. Est-ce que Pascal Siakam va rester toute la saison? Ça, c'est vraiment pas certain. Je ne sais pas comment ils peuvent évoluer ensemble. Si je dois donner mon 5 majeur, là, ce serait plutôt du Van Vliet, Gary Trent sur le backcourt avec OG Anunoby dans l'aile. Et dans la raquette, Pascal Siakam, Chris Boucher. Ça me paraît bien. Vu qu'en plus, personne n'est blessé. Si, je vois dans mes notes Chris Boucher qui est blessé. Je crois que c'est pour 4 semaines, donc il ne démarrera pas la saison. Donc à voir comment est-ce qu'ils vont mettre du Khem Birch, du Precious, ça se trouve, je sais pas du tout. Ou est-ce qu'ils peuvent faire jouer Siakam et Barnes en poste 4-5, donc plutôt Scottie Barnes en poste 4 et Pascal Siakam en poste 5. C'est assez petit, mais on sait que dans la NBA moderne, ça peut passer. Donc à voir déjà s'ils peuvent jouer comme ça, s'ils se font pas trop défoncer par les joueurs qui jouent grand, quand par exemple je sais pas, un certain Joel Embiid débarque, est-ce que ça peut défendre? Scottie Barnes, il est assez costaud, mais est-ce qu'il peut vraiment défendre contre lui? Et Pascal Siakam, j'ai des gros doutes. Donc, à voir si ça peut faire comme ça. Et sinon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de rumeurs déjà autour de Pascal Siakam. Donc, ça pourrait être le prochain gros joueur à quitter la franchise. On verra. Est-ce que déjà la draft de Barnes était dans cette idée-là de drafter... Oh là là, j'ai du mal ce soir. De transférer Pascal Siakam au cours de la saison 2022. À côté de ça, du coup, je le disais, on a un très bon groupe. Franchement, Goran Dragic en sortie de banc, Malachi Flynn, c'est du lourd. Zvi Mikhailuk aussi, j'aime bien. Et puis, à voir sur les ailes, parce que c'est un peu plus compliqué. Là, c'est vrai que j'ai le roster sous les yeux. Sur les ailes, c'est plus compliqué. Si Scottie Barnes sort du banc, c'est nickel. Si c'est pas lui, s'il est déjà titulaire, ça va être un peu plus chaud. Donc, pourquoi pas un trade de Pascal Siakam, justement. Après, je me pose aussi des questions sur la création, vu que Kyle Lowry est parti et qu'il faisait 7 passes de moyenne.
À voir s'ils vont pas un peu plus galérer. Fred VanVleet, on sait qu'il aime bien scorer. Gary Trent, c'est pareil. Ils sont capables de faire des passes, donc ils vont peut-être répartir les passes sur VanVleet, Trent. Même Siakam, il est capable de passer un peu le ballon, donc je me fais peut-être des inquiétudes pour rien. On verra comment ça tourne. De toute façon, avec Nick Nurse, pour le coup, on se fait pas trop de soucis. On sait que Nick Nurse, c'est un très bon coach. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a fait le tour de ces petits Raptors? Ouais, hein, globalement, c'est un effectif assez propre. Si ça clique bien, que tout le monde est au top, que soit en vrai l'un du quatuor là, que ce soit Van Vliet, Trent Jr., Anunoby, j'avoue que je l'attends pas mal cette année, ou Siakam vraiment fait un gros step up, ou pourquoi pas un Scotty Barnes qui vraiment éclate tout dès sa première saison. S'il y a l'un de ces joueurs là qui step up très très fort, pourquoi pas atteindre le play-in avec les équipes du dessus qui se blessent un peu, notamment je sais pas, Charlotte, on touche du bois, hein, je veux que personne se blesse, je veux avoir une belle saison NBA, mais Charlotte ou les Wizards aussi qui ont une équipe peut-être un peu moins complète mais avec des grosses stars, on verra ça. Pour l'instant, moi je les place autour de la 12e place, 12, 11, 13 si les équipes du dessous step up un peu. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait globalement le tour des Raptors durant cette preview. Dites-moi ce que vous en pensez, pareil, hein, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire sur YouTube. J'essaie de mettre les vidéos YouTube en même temps que sur le podcast, mais j'avoue qu'avec ma connexion de campagne, c'est un peu compliqué. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager le podcast si ça vous plaît, à en parler autour de vous. Pour les fans de NBA, venez me dire ce que je devrais changer, ce que vous aimez. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain pour la prochaine preview. Salut, bye!